Autre témoignage, autre expérience, on va s'intéresser maintenant à un autre outil. Quand on parle anticipation, j'appelle Alix Roumaniac, président de Predict Service, à me rejoindre ici. Alors Alix Roumaniac, vous restez au pupitre. Vous êtes le président de Predict Service, filiale de Météo France, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Peut-être on va d'ailleurs expliquer ce que c'est que Predict Service et repréciser un peu les choses. On va commencer comme ça. Oui, tout à fait. En fait, Predict Service, c'est un concept qui a quasiment 20 ans maintenant. La société a plus de 15 ans et c'est effectivement une filiale de Météo France et d'Airbus et qui est un peu au cœur des sujets que l'on a échangé ce matin, hein, puisque l'activité de Predict et la raison d'être, pour utiliser le bon terme, c'est la petite frise que vous présentiez me parlait beaucoup. C'est comment on peut mieux se préparer, mieux s'organiser, anticiper pour diminuer les conséquences des crises. Donc c'est vraiment la raison d'être. Au cœur du sujet. Voilà, au cœur du sujet. Et donc depuis 20 ans, c'est effectivement aider les collectivités à préparer les plans communaux de sauvegarde, aider les industriels, les assurer à avoir les bonnes attitudes. Et puis, par rapport à la question, est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre le sauvetage des vies et le sauvetage des biens? Je pense que c'est un problème de timing. Et comme l'évoquait mon prédécesseur sur la scène, on peut en amont, en faisant passer des messages en disant soyez vigilants, soyez prudents, dans le week-end il peut se passer quelque chose, commencer à préparer, mettre en sécurité des biens. Et puis quand on est dans le cœur de la crise, il faut penser à sauver des vies. Et je crois que c'est ce timing-là qui peut permettre de garder la cohérence dans les deux questions. Et vous mettez au point donc ce qu'on appelle des indices climatiques. Vous pouvez nous préciser, nous détailler un peu? Alors oui, nous tout le travail, c'est de dire, on a commencé par travailler sur les risques climatiques. Effectivement, au départ, ce sont les inondations et c'est les événements de l'Aude en 99 puis du Gard en 2002 qui ont été les facteurs de déclenchement en fait du concept de Predict. Et l'idée, c'est de dire, effectivement, on est parti du fait qu'on a des éléments, on a des indicateurs qui sont les lames radars, les images satellites, les prévisions qui permettent d'anticiper ces phénomènes-là. Et puis, quand on se prépare et qu'on a les éléments en amont, mais on peut s'organiser différemment. Et c'est comme ça qu'on va peut-être revenir au sujet de l'aléa. Je ne sais pas si j'avais quelques slides à partager. Ben voilà. Quand on travaille un plan communal de sauvegarde, le plan communal de sauvegarde pour une collectivité, il est multirisque. C'est-à-dire que la mairie doit travailler sur la façon dont il va gérer une crise d'inondation, une crise tempête, un feu de forêt, un accident industriel. Mais la pandémie fait partie aussi des gestions où l'élu, en raison de ses devoirs, doit organiser la gestion de la continuité d'activité au sein de la collectivité, la gestion des crèches, des écoles, etc. Et donc, vos interlocuteurs, c'est principalement les maires. Oui, tout d'abord, c'est les maires. Voire communauté de communes, enfin les deux. Oui, communauté de communes, maires, et notamment à travers tous les partenaires. Il y en a beaucoup dans la salle du monde de l'assurance. Effectivement, on travaille avec, on a élargi des mairies, des intercos et le citoyen aussi ou l'industriel, parce que le domaine peut se faire de la même manière. Et donc, quand a démarré début 2020 cette crise pandémie, nos équipes ont assuré la continuité d'activité. On a des modes de fonctionnement qui ont permis d'assurer la continuité. Et puis, immédiatement, en étant en confinement, on s'est dit qu'il faut aider nos collectivités à mettre en place leurs actions, les aider à s'organiser. Et donc, on a mis à jour les consignes pandémie pour les élus. Et puis, on a été étonnés du développement un peu hétérogène, que ce soit sur le plan géographique ou temporel, de la pandémie en France. En gros, il y avait eu un premier cluster à Montpellier, un autre en Bretagne, et puis quand la crise s'est débutée, ces clusters n'ont pas donné lieu à beaucoup de cas, mais par contre, les choses sont beaucoup développées dans l'Est, dans le nord de la France. Et donc, on était à distance, il fallait aussi travailler sur la cohésion des équipes. J'ai dit, tiens, on va monter un groupe de travail pour réfléchir, faire une étude, pour voir s'il n'y a pas des relations entre climat et propagation du virus. Et puis, donc, on a monté une première étude bibliographique et on a été intéressé tout début 2020 par une étude du fameux MIT américain qui montrait qu'en mars 2020, 90% des cas de Covid se situaient dans des zones où la température et l'humidité étaient dans un domaine bien particulier.
Et l'explication physique du système, depuis on en a beaucoup parlé, le virus est porté par les aérosols ou les gouttelettes. Et donc une personne contaminée émet un brouillard de ces aérosols. Et dès que ces aérosols sont à l'extérieur, en fait, ils vont dépendre des conditions hygrométriques. C'est-à-dire qu'en gros, quand il fait très très froid et sec, les gouttelettes tombent au sol immédiatement. Quand il fait chaud et sec, elles s'évaporent. Chaud et humide, elles s'agglomèrent et elles tombent au sol. Et il y a un domaine que l'on voit sur le schéma, en gros entre moins 3 et 8 degrés, entre 70 et 80% d'humidité, où ces gouttelettes, en fait, la condition hygrométrique favorise la mise en suspension. Et donc, du coup, l'idée nous est venue de créer un index. Donc vous voyez la formule, il n'y a pas de secret, on est transparent. Et donc on a calculé cet index et avec les données de Météo France, on a fait un travail sur toutes les stations où jour par jour, on a calculé cet index et on a comparé ça avec tout d'abord le nombre d'hospitalisations, parce que c'était le facteur le plus connu, puis le nombre de cas, puis la mortalité. Et on s'est rendu compte qu'on avait une cohérence. Au départ, on ne disait pas corrélation. Corrélation ne veut pas dire causalité. Donc on a dit, voilà, là où on a le plus de cas, c'est là où on se trouve dans des conditions où les conditions sont les plus favorables à la transmission. Et donc on a poursuivi ce travail au niveau mondial, avec les données notamment de la base de données ERASET et de Copernicus. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en janvier, février 2020, on avait le centre de la Chine, on avait l'Iran, on avait l'Italie, on avait le nord de l'Espagne, dont les conditions étaient favorables. C'est là où il y avait le développement le plus rapide. Et puis que, mois par mois, on a suivi en fait ce développement. Au départ de la pandémie, en février, en mars, on disait, mais tiens, les gens d'Europe du Nord sont meilleurs que nous parce qu'ils sont moins touchés. Puis on s'est rendu compte qu'à la fin du printemps... Quelle que soit la forme du variant... Alors ça, c'était au début. C'était au début, on parle de 2020. On parle du début, on verra tout à l'heure. Je vais venir après aux différents variants. Mais on s'est rendu compte que cette ligne de propagation, quand elle est montée sur le nord d'Europe, elle a touché la Russie, les pays du Nord. Et on a suivi ça. Au départ, on disait, tiens, l'Australie est épargnée, etc. On a vu que... À l'hiver austral, en juillet-août, c'est le sud de l'Argentine, c'est l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, parce que là, on avait des conditions qui s'inversaient, qui ont été touchées. Donc, toutes ces mesures nous ont convaincus. Et puis est arrivée la deuxième vague. Et en fait, on en a parlé tout à l'heure, la tempête Alex, l'été 2020 avait été très chaud, l'indicateur était au vert. Et puis la tempête Alex a fait descendre de l'air froid d'Islande sur la France. Et on a l'index qui s'est envolé. Et quelques jours après, en fait, la deuxième vague est arrivée. Et c'est là où on travaillait un peu en interne. C'est là où le ministère de la Santé, le ministre lui-même, la Direction générale de la Santé, l'Institut Pasteur, a pris contact avec nous par l'intermédiaire de Météo France pour qu'on partage ces données et puis qu'on commence à travailler ensemble sur qu'est-ce qui allait se passer par la suite, mettre à disposition. Petit exemple particulier, les conditions dans les abattoirs sont exactement au centre de notre cible des conditions favorables. Et on se rappelle qu'il y a beaucoup eu de clusters dans les abattoirs en début. On a travaillé notamment avec l'Académie vétérinaire justement pour travailler ensemble pour un certain nombre de sujets. Tous ces outils sont opérationnels aujourd'hui? Tous ces outils sont opérationnels. Là, on a la courbe, vous le voyez, avec tous les variants depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des éléments où on a alimenté l'Institut Pasteur qui fait des modélisations de projection de cas, le ministère de la Santé, le cabinet du ministère, enfin tous les acteurs, on est en contact et on continue à envoyer ces éléments-là. Alors, il faut être clair, c'est un des paramètres. Voilà, c'est un outil parmi d'autres. C'est un outil parmi les autres et hors de nous, l'idée de dire que tout peut être prévu par ça. Au Brésil, les conditions n'étaient pas favorables. Par contre, si on maintient un carnaval avec des millions de personnes qui dansent ensemble, on n'a pas besoin des gouttelettes pour transmettre le virus, quoi. Donc il y a des tas de cas, c'est un des paramètres qui peut être accélérateur ou autre. On a essayé de coordonner tout ça avec les mesures. Le confinement a été très, très efficace parce qu'on avait des conditions très favorables. On a maintenu des choses importantes. On a vu que la vaccination a joué un rôle. Mais aujourd'hui, on continue à avoir une cohérence entre les indicateurs et ces systèmes-là. Tous les pays font un peu la même chose que vous? Ou est-ce que vous mettez ces outils à disposition éventuellement d'autres Alors aujourd'hui, on diffuse ces données. On n'a pas eu forcément connaissance
de travaux parallèles en continu dans notre pays. On a beaucoup travaillé avec le domaine de la recherche, ça a donné lieu à beaucoup de publications, de la médecine de catastrophe. Le fameux Revue de Nature a fait une publication sur un travail qu'on a fait avec le CNRS. On a testé la méthode VAR, rien à voir avec le foot, pour vérifier en fait la pertinence des paramètres. Et l'idée, c'était de dire, comme on l'a dit, on mesure, nous, depuis des années, que lorsque le citoyen comprend mieux le risque, c'est la base en fait, il adapte mieux son attitude et la résilience est meilleure. Et donc l'idée que l'on a, en toute cohérence et conformité avec bien sûr les autorités, comme sur tous les sujets, ça a été évoqué tout à l'heure, il ne faut pas que les systèmes d'information génèrent du flou. Il faut qu'il soit cohérent dans les messages, dans les consignes. Et pas trop anxiogène non plus. Pas trop anxiogène, il faut que ça soit cohérent, il faut rappeler. Mais c'est la multiplication des canaux, et on va améliorer la résilience sur tous les sujets, y compris sur celui-là. C'est pour ça qu'on a une application MyPredict qui donne des recommandations de bon sens lorsqu'on a un événement climatique avec des notifications qui apparaissent. Mais là, c'est pareil, on avait testé cet aspect-là en disant soyez vigilants, là on est dans des conditions qui deviennent favorables, écoutez les consignes des autorités, favorisez le télétravail ou évitez le déplacement. C'est toute cette démarche de comment intégrer la prévention, comment intégrer les meilleures attitudes pour faire face à ces nouveaux risques qui apparaissent. C'est le sujet de l'après-midi, mais ce qu'on évoque là avec le Covid qui est un peu, on va dire, atypique, on peut l'imaginer sur les feux de forêt, sur le retrait-gonflement d'argile, sur la sécheresse, sur des tas de sujets. Je crois qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans un monde où on doit faire cette fusion de la prévention. Les 4 piliers d'un système d'alerte, c'est mieux connaître le risque, c'est monitorer, c'est disséminer, et puis c'est avoir une bonne préparation. Et je crois que c'est cette stratégie-là qu'il est intéressant d'appliquer un peu à tous les sujets dont on a évoqué aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout ce que vous venez de souligner déclenche déjà un certain nombre de questions. Je vous les livre, à moins que vous ayez encore peut-être un mot à dire. J'avais juste, moi, une question pour faire la transition, parce que cet outil, effectivement, est très intéressant pour les acteurs. Vous avez notamment, je pense évidemment aux acteurs de la santé. Au fond, est-ce qu'on pourrait tout simplement imaginer que ces outils soient à la disposition du grand public, des citoyens Est-ce qu'au fond, on ne gagnerait pas un peu de temps ? Nous, l'idée, c'est de le mettre à disposition des sachants. Et puis après, c'est une décision qui rentre dans une décision globale. Mais oui, tout à fait. C'est la stratégie qu'on a adoptée. On a été transparent et, comme je vous dis, on a eu des discussions directes avec le ministre, avec son cabinet, avec la Direction générale de la santé. Voilà, notre raison d'être, même si on est je dirais une société privée, c'est d'œuvrer dans ce domaine de la gestion de crise et de partager sur les autres aspects de la gestion de crise. On partage avec les CODIS, avec les causes pour des outils, avec des conventions pro bono pour être vraiment dans cette logique de concertation. C'est vrai sur tous les sujets. Question posée par la salle. Est-ce que l'indice développé est uniquement adapté au Covid ou est-ce qu'il pourrait prédire d'autres types de pandémies? Et si oui, dans quelle mesure? Alors ça, c'est un sujet, je dirais, pour la suite. En fait, effectivement, je l'ai évoqué, on a travaillé avec l'Académie vétérinaire, avec l'Académie de médecine. C'est une des premières fois de leur dire qu'un index climatique basé sur des éléments physiques était mis au point dans une pandémie. Et plusieurs des experts du monde de la médecine nous ont dit mais il y a d'autres virus, d'autres pandémies qui ont le même type de mécanique, c'est-à-dire qui utilisent les gouttelettes et les aérosols et il est probable qu'on pourrait arriver à détecter, à développer le même système. La seule chose, c'est que les seuils ne sont pas forcément les mêmes, les charges virales générales, la propagation ne sont pas les mêmes. Il y a une adaptation à faire. Nous, on a calibré cet index. Par exemple, grippe aviaire, on en a encore récemment parlé, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, qui pourrait intéresser un public Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, on est à disposition. On veut pas. C'est un élément d'explication. Là, il faut que ce soit les professionnels de la santé qui s'emparent, et nous, on est à disposition pour effectivement contribuer. Alix Roumaniac, est-ce que cet indice pourrait être projeté à l'horizon futur en utilisant les scénarios du GIEC, climat, pour déterminer la fréquence de ce type de pandémie ?
Alors c'est un peu complexe, c'est pour ça quand j'ai échangé avec les animateurs de la conférence, la CCR, que je remercie d'avoir invité, c'est dire quel lien faire entre changement climatique et cette problématique de la pandémie. On sait que, et aujourd'hui, mais dans cette salle, les choses sont partagées, qu'aujourd'hui, ça y est, on mesure tous les jours les conséquences du changement climatique, il y a des évolutions. Donc nous, on a des conditions climatiques qui rentrent, qui forcent le système. Donc effectivement, ça peut évoluer. Sur la périodicité, hein, est-ce que justement les virus qui sont saisonniers vont être modifiés, etc. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent alimenter toute la réflexion de la recherche. Question directe, est-ce que vous prédisez un retour de la pandémie dans les prochains mois? Vous n'êtes pas obligé de répondre. D'abord, on peut peut-être dire d'ailleurs qu'elle existe toujours, la pandémie. Hein. Ouais, elle existe toujours et je pense que c'est l'élément, le virus. En fait, ce qu'il faut surtout voir, il n'y a pas une problématique de disparition ou de réapparition du virus. Le virus, il est là, il mute, il change de variant. Et lorsque, comme on l'évoquait, hein, j'ai évoqué la pandémie au Brésil. Il y a eu, c'était 2020, je crois, un gros cluster au Cap d'Agde. C'était en plein été. Il n'y avait pas des conditions météo favorables, mais n'empêche que le cluster s'est propagé. Donc ça peut toujours exister. Je pense que l'effet climatique peut jouer sur l'ampleur, en fait. Oui. C'est-à-dire que si on transmet un contact, une personne, on va rester sous forme de cluster. Par contre, si on a une diffusion avec une personne qui est au milieu de la foule et qui propage un nuage, là, on va avoir des pics plus importants. Donc, ce que je pense, c'est tous les gros pics sont apparus à l'automne et aujourd'hui, effectivement, on a les yeux rivés un peu et on va accentuer la fréquence des échanges avec toutes les équipes plutôt au mois d'octobre-novembre pour voir si d'ici là, le variant sera suffisamment moins actif pour sortir un peu de cette situation qui a déjà trop duré. Encore deux questions, Alix Roumaniac. Quel est le pourcentage du risque Covid expliqué par la météo? Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur? Alors, on n'a pas fait de travaux, mais j'évoquais tout à l'heure le travail que l'on a fait avec l'Institut Pasteur ou le CNRS. En gros, comme ça me donne l'occasion d'expliquer la méthode VAR qui a été mise en place par le CNRS. Le CNRS a pris un système matriciel avec les données météo, les données d'hospitalisation. Et le principe de la méthode, qui est une méthode mathématique, hein, c'est de faire un choc sur une des variables et de mesurer quels étaient les effets sur les autres, en fonction de la donnée. Et ils ont à peu près montré que l'impact était de l'ordre de 20%. Et c'est des chiffres qui ont été à peu près confirmés aussi par l'Institut Pasteur. Quand il a croisé ces modèles, le fait de rajouter l'index prédict dans ces modélisations, ils amélioraient la pertinence de la prévision de l'ordre de 20%. Donc ce chiffre de 20% est le chiffre qui aujourd'hui, d'après les scientifiques avec lesquels on travaille, peut être un élément de réponse à la question. Toute dernière question. Sur quelles données s'appuie le système d'alerte dans MyPredict? Alors, il y a deux choses. J'imagine qu'on parle du système Covid. Hein. Oui. Aujourd'hui, on fait un calcul avec les éléments de prévision météo de Météo France, où on a des valeurs de prévision de température, d'humidité. Donc, on fait un calcul de l'index qui est à l'échelle de la commune. C'est là-dessus où on s'est battu. On a engagé tout un travail avec des différents instituts sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans cette approche pour enrichir le nombre de facteurs explicatifs, c'est-à-dire le nombre de cas, la densité de population, etc. Comme on l'a dit, ce facteur climatique, il n'est qu'une partie. Et aujourd'hui, la piste d'évolution dans le temps, c'est peut-être d'enrichir avec d'autres facteurs explicatifs pour essayer d'avoir une variable qui est plus claire. Mais encore une fois, ce que j'espère, c'est qu'on aura très rapidement plus besoin d'utiliser cet indicateur. Et c'est le vœu que je fais le plus fort. On peut tous le souhaiter. Merci beaucoup, Alix Roumaniac. Merci.